Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit cours par audio. Donc, on en était au grand 3 des acteurs majeurs en réseau. On avait vu, je crois, déjà les FTN, acteurs majeurs de la mondialisation. Je vais revenir quand même dessus pour qu'on reprenne un petit peu à l'avance et puis que vous puissiez voir où vous en étiez, vous, exactement. Les FTN, donc, c'est des entreprises qui possèdent au moins une filiale à l'étranger. C'est ça la définition d'une FTN. On en dénombre 60 000 dans le monde aujourd'hui et elles emploient 80 millions de salariés à peu près. Donc c'est elles qui vont coordonner la production internationale à travers leurs 500 000 filiales. Elles vont générer la moitié des échanges commerciaux mondiaux, donc elles sont vraiment des acteurs importants, essentiellement par des flux entre les filiales d'un même groupe. Ça, on l'avait déjà vu dans la division internationale du travail. Donc la taille d'une EFTN, elle va améliorer les capacités d'investissement, elle va permettre de profiter de ce qu'on appelle les économies d'échelle. Une économie d'échelle, c'est quand en fait on fait baisser le coût d'une unité de fabrication pour un produit en augmentant en fait sa quantité de production. Donc plus on produit, plus l'unité de production va être peu chère. Donc voilà, les FTN, il faut aussi savoir qu'elles s'appuient sur un vaste réseau de fournisseurs et de sous-traitants, donc ça constitue vraiment un système productif. Les FTN, elles permettent aussi de faire des investissements. Elles vont émettre ce qu'on appelle des IDE, des investissements directs à l'étranger. En fait, un IDE, c'est lorsqu'une FTN va investir à l'étranger, soit en créant, soit en achetant une entreprise, soit en participant à son capital, c'est-à-dire elle va prendre une participation du capital d'une entreprise à l'étranger. En fait, en 20 ans, ces IDE, ils ont été multipliés par 7. C'est ce qu'on peut voir sur le document que vous trouvez sur le PowerPoint qui émane de la CNUSED en 2018. Et donc, en fait, on voit que en 1990, les IDE atteignaient 2 milliards de dollars à peu près. Aujourd'hui, en 2018, donc, ils atteignent 30,3 milliards de dollars et on voit donc bien qu'il y a eu une augmentation notable. Alors, ils proviennent encore majoritairement des pays développés, vous le voyez sur le diagramme circulaire, puisque encore aujourd'hui, 76% des IDE proviennent des pays développés, mais vous voyez que la part des pays développés depuis 1990 a diminué, puisqu'elle était de 94% en 1990, et qu'aujourd'hui, elle est de 76%, avec une part de plus en plus importante pour les pays émergents. Cette polarisation, on va aussi la retrouver dans les pays récepteurs des flux d'IDE, puisqu'en fait, il va y avoir 10 États qui vont concentrer 63% des IDE et 20 États qui vont concentrer 88% des IDE. Donc en gros, les IDE, ça va concerner une vingtaine d'États dans le monde et pas plus. Donc on voit bien qu'il y a une polarisation qui est due à une certaine frilosité de la part des FTN à investir dans des pays qu'elles vont juger trop instables, trop risqués, comme c'est le cas sur la majeure partie du continent africain ou encore dans certains pays du Moyen-Orient qui vont rester en fait des espaces considérés comme un petit peu marginaux ou évités par les FTN qui ne vont pas y faire d'investissement. Donc, outre les risques géopolitiques, vous avez d'autres facteurs de localisation des IDE. Ça va être les réglementations nationales, les aides publiques qui vont être accordées, les coûts salariaux, évidemment, le savoir-faire d'une population plus qu'une autre, la culture des consommateurs ou éventuellement les résistances de certains États et de leurs citoyens qui vont soit attirer les IDE, soit au contraire les repousser. Donc les FTN elles bénéficient souvent d'un ancrage national solide, c'est-à-dire que les fonctions stratégiques des FTN, comme leur siège social par exemple, ou encore leur activité de recherche, leur production à haute valeur ajoutée, toutes ces activités-là qui sont stratégiques sont souvent réalisées dans leur pays d'origine. Puisqu'en fait, les FTN elles vont bénéficier assez souvent d'aides apportées par leur état d'origine. Troisième idée, le pouvoir d'influence de ces FTN est considérable à toutes les échelles. Elles sont très présentes sur certains lieux de rencontre mondiaux, comme le World Economic Forum de Davos,
mais elles ne sont pas sans susciter certaines résistances émanant d'organisations non gouvernementales, par exemple, ou encore de syndicats. L'essor des Suds va aussi s'illustrer à travers de leur FTN. Ainsi, si on reprend les BRICS, dont nous avons déjà parlé précédemment, ainsi que les puissances régionales comme celle du Golfe Persique, on constate que ces pays détiennent 123 des 500 premières firmes transnationales du monde. Donc si on regarde un petit peu le graphique que je vous ai mis sur le PowerPoint, on constate que sur les 3 premières FTN mondiales, classées selon le chiffre d'affaires, deux de ces 3 premières FTN sont des FTN chinoises. Donc il s'agit de State Grid, qui faisait un chiffre d'affaires de 315 milliards de dollars en 2017 dans le domaine de l'électricité. Et en troisième position, il s'agit de Sinopec, qui est une entreprise chinoise dans le secteur des hydrocarbures, donc pétrole et gaz, et qui faisait un chiffre d'affaires de 267 milliards de dollars en 2017. Donc voilà, les BRICS représentent une part croissante des IDE, ce qui entraîne aussi une modification des rapports de force, puisque cette montée en puissance est à l'origine de nouvelles rivalités. On va constater des tensions d'ordre géoéconomique et géopolitique, par exemple entre les États-Unis et la Chine. Et ces tensions vont parfois jusqu'à paralyser des organismes internationaux, comme ça a pu être le cas pour le FMI, pour la Banque mondiale, ou encore l'OMC, qui sont des organismes en fait, qui régulent un petit peu la mondialisation. On en arrive à notre grand B. Autre type d'acteurs, les acteurs de la finance. Les acteurs de la finance, ce sont les banques, les grandes places boursières, les fonds souverains, et ce sont des acteurs qui sont indispensables au financement des entreprises. Donc ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une concentration de la capitalisation boursière, puisque 2000 firmes transnationales concentrent 2 tiers de la capitalisation en 2017. De même, les places boursières sont concentrées dans un certain nombre de lieux, au premier rang duquel on retrouve la place financière de New York, puisque le New York Stock Exchange concentre 30 923 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière en 2018, donc il est largement en tête. C'est ce que vous voyez sur le graphique dont la source émane du WFE. Et il est suivi bien plus loin par la bourse de Tokyo, le Japan Exchange Group, puis la bourse de Shanghai, mais également d'autres places boursières d'importance, comme la bourse de Hong Kong ou encore fonds boursiers de l'Union européenne, Euronext. Et ces bourses-là, elles vont fonctionner en réseau, évidemment. Enfin, dernier élément de ces acteurs financiers, ça va être les capitaux internationaux qui vont être attirés par des paradis fiscaux, donc des territoires qui n'ont pas de fiscalité ou une fiscalité vraiment très basse et qui permet de minimiser l'impôt pour les FTN qui y placent leurs capitaux. Grand C, autre type d'acteurs très important également, les États qui vont favoriser et orienter les systèmes productifs. Alors on constate qu'on est dans un contexte de mise en concurrence des territoires par les firmes transnationales. Le rôle des États est donc primordial pour attirer ces firmes transnationales sur leur territoire. Les États, ils ont pour rôle de fixer un cadre juridique, un cadre fiscal, un cadre aussi social, qui va parfois rendre attractif leur territoire. Et pour un État, il existe plusieurs mesures qui visent à capter les IDE, telles que des mesures notamment de défiscalisation, mais aussi la création de certains équipements nécessaires pour les FTN, l'assouplissement des normes sociales ou environnementales qui elles aussi peuvent attirer les firmes transnationales. Alors on va commencer par la défiscalisation. La défiscalisation, elle permet de capter les IDE. Elle peut prendre plusieurs formes. La forme la plus courante de cette défiscalisation, c'est la création de ce qu'on appelle une zone franche. Une zone franche est une zone spécifique sur un territoire qui va présenter des avantages fiscaux particuliers pour attirer les entreprises et pour développer leur activité économique. Donc, si on regarde un petit peu la carte des zones franches dans le monde que vous retrouvez sur le PowerPoint, vous voyez que ces zones franches, elles sont inégalement réparties dans le monde
C'est une politique que tous les États ne mènent pas de la même manière et en observant, on constate que les Philippines apparaissent comme l'État qui dispose du plus grand nombre de zones franches, puisqu'on y dénombre pas moins de 367 zones franches qu'on retrouve un petit peu disséminées sur l'ensemble du territoire philippin. Autre acteur étatique qui dispose d'un grand nombre de zones franches, c'est les États-Unis, puisque vous constatez qu'on en trouve 262 sur le territoire. Alors ces zones franches, elles sont souvent situées dans des régions ou dans des zones stratégiques. Ainsi, vous avez la photographie de la zone franche de Djibouti, Djibouti qui se situe à l'ouest de l'Éthiopie, sur le continent africain. Elle se situe sur le détroit stratégique de Bab el-Mandeb. C'est un détroit qui relie la mer Rouge à l'océan Indien. Donc évidemment, elle est située sur une route maritime commerciale qui est essentielle entre l'Asie et l'Europe notamment. Encore un autre exemple, vous avez l'Irlande qui va taxer les bénéfices des entreprises à 12%, alors que par exemple, si on compare, en France, les entreprises sont taxées à 33%. Et donc ça explique pourquoi les sièges européens des grandes FTN vont se situer souvent en Irlande, en raison de leur fiscalité avantageuse. Les États, ils peuvent également attirer des entreprises grâce à la qualité de leurs aménagements. Donc la France, par exemple, ici, est à ce titre reconnue pour la qualité de ses infrastructures de transport, notamment, ce qui va attirer des firmes transnationales. On peut prendre l'exemple ici d'Amazon, qui y installe en France plusieurs entrepôts. Alors les intérêts des États et des firmes transnationales, donc on le voit, sont parfois convergents. Ainsi, les États peuvent apporter des aides, notamment aux firmes transnationales qui sont originaires de leur territoire. Mais toutefois, attention, c'est à nuancer, puisque ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, on a par exemple le cas des pays européens qui vont imposer des normes environnementales, et ce qui va entrer en contradiction avec certaines firmes transnationales. On pense notamment aux firmes transnationales qui sont dans le secteur de l'automobile, où vous avez aussi la possibilité de faire des taxes envers certaines firmes transnationales, comme c'est le cas à l'égard des GAFAM. Donc du coup, là aussi, on voit que les intérêts des États et des firmes transnationales ne sont pas toujours convergents. Grand D, d'autres acteurs. On va évoquer les zones d'intégration régionale dans un premier temps. Donc ces zones d'intégration régionale qu'on peut aussi qualifier de ZIR, c'est l'acronyme qui correspond, ce sont des zones de libre-échange. On en retrouve un petit peu partout dans le monde. L'Union européenne en est une, pour ce qui est du continent européen, mais on retrouve aussi l'ASEAN, qui est une zone d'intégration régionale dans l'Asie du Sud-Est. On retrouve l'USMCA, qui est l'accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui était anciennement appelé ALENA. Sur le continent américain toujours, mais cette fois-ci pour l'Amérique du Sud, on retrouve le Mercosur. Et ces zones d'intégration régionale apparaissent comme des acteurs de plus en plus importants, surtout dans le contexte de libéralisation des échanges. A l'inverse, on a des contre-pouvoirs face à cette libéralisation des échanges, comme les syndicats ou certaines ONG, où on a déjà parlé, qui vont faire pression sur les firmes transnationales, mais également sur les États, pour limiter les externalités négatives qui sont parfois attribuées aux activités de production, qui peuvent avoir des conséquences négatives sur les sociétés, mais aussi sur l'environnement. Voilà pour les acteurs. Je m'arrête là pour ce grand 3 et on passe au grand 4.